Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Amanda se pencha en arrière contre le siège de l'avion, le cœur battant d'impatience. Le doux ronronnement des moteurs semblait refléter le rythme régulier de ses pensées. Chacune d'elles était liée à Charles. Cela faisait presque 2 ans qu'elle ne l'avait pas vu en personne. 2 ans de dévouement à distance. 2 ans de messages vocaux, d'appels vidéo tard dans la nuit et d'innombrables virements bancaires pour l'aider à construire leur avenir. Charles parlait toujours avec passion de son désir de posséder une maison, de créer une entreprise et de l'épouser enfin dès son retour de ses études aux États-Unis. Et Amanda, elle le croyait. Chaque mot. Ses yeux brillaient en se rappelant sa voix disant « Bébé, une fois que tu seras de retour, tout commencera pour de vrai. » Elle avait passé des heures à choisir la tenue parfaite à porter pour le surprendre, imaginant à quel point il serait stupéfait et heureux de la voir sur le pas de sa porte. Elle ouvrit l'application de notes sur son téléphone et relut les messages qu'il avait envoyés des semaines auparavant. « Je suis fier de toi, » disait l'un. « J'ai hâte que nous soyons ensemble pour toujours, » disait un autre. À chaque mot, la poitrine d'Amanda se gonflait. Pourtant, il y avait une légère douleur sous son excitation, un murmure de doute qu'elle ne cessait de repousser. Angela, sa meilleure amie depuis l'université, était devenue étrangement silencieuse ces derniers mois. Les messages restaient sans réponse, les messages vocaux lui ignorés. Mais Amanda mettait cela sur le compte d'une vie bien remplie à la maison, des mariages, du travail, du stress de la gosse. De plus, c'était Angela qui lui avait présenté Charles en premier lieu, et elle n'avait jamais cessé de le louer. « Ma belle, cet homme est déjà un mari. »« Ne le perds pas, » disait Angela en riant d'un air taquin. Amanda sourit à ce souvenir, le laissant la réchauffer. Elle revenait enfin pour construire sa vie, son amour, avec l'homme à qui elle avait confié son cœur et l'ami qu'elle appelait sa sœur. Charles n'a aucune idée de ce qui l'attend. Murmura-t-elle en riant alors que l'avion amorçait sa descente. Mais elle non plus. L'air de la gosse semblait plus lourd que Amanda ne s'en souvenait, chargé de l'odeur de carburant, de sueur et de souvenirs. Tandis que le taxi avançait péniblement dans les embouteillages familiers, elle était assise tranquillement sur la banquette arrière, serrant le petit sac de voyage qui contenait ses affaires essentielles. Elle n'avait dit à personne qu'elle revenait, ni à Charles, ni à Angela, pas même un indice sur les réseaux sociaux. Elle voulait que son retour ressemble à une scène de film, brute, non scénarisée, réelle. Ce n'était pas de la fierté, c'était de l'espoir. Le genre d'espoir qui murmurait, s'il t'aime vraiment, tu ne devrais pas avoir à annoncer ta présence. Son cœur battait plus vite à chaque rue qui passait. Elle remarqua de nouveaux bâtiments, des devantures de magasins changés et des arrêts de bus familiers qui semblaient plus vieux maintenant. Tout était pareil, mais différent. Tout comme elle, non plus la fille naïve qui était partie il y a 2 ans, mais une femme qui avait aimé intensément, travaillé plus dur encore, et qui ne voulait maintenant que la paix. Alors que le chauffeur s'arrêtait près de la concession familiale à Surulré, Amanda soupira. « Tata, on est arrivé ?» demanda le chauffeur en lui jetant un regard dans le rétroviseur. « Oui, merci », répondit-elle doucement, lui offrant un billet plié et un petit sourire. Elle traîna sa valise derrière elle, le cœur battant dans ses oreilles alors que ses talons claquaient contre le trottoir. Le portail d'entrée grinça en s'ouvrant juste au moment où elle levait la main pour frapper, et là se tenait son frère aîné, Samuel. Sa mâchoire tomba. « Amanda. »« Quoi ? Tu n'as dit à personne que tu venais ?» s'exclama-t-il, l'enveloppant dans une étreinte serrée et stupéfaite. Elle rit contre son épaule, soudain émue. « Je voulais voir ta surprise sincère, » le taquina-t-elle. Samuel la tint à bout de bras, étudiant son visage. « Tu as l'air fatiguée mais heureuse, » dit-il. « Je le suis, je ne sais juste pas pourquoi mon cœur s'emballe, » avoua-t-elle. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il prit son sac et dit « Entre. »« Bienvenue à la maison, sœurette. » Et sur ce, Amanda fit son premier vrai pas de retour dans la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Amanda s'assit sur le bord de son lit d'enfance cette nuit-là, faisant défiler son téléphone avec des doigts dont elle n'avait pas réalisé qu'ils tremblaient. Elle fixait le contact d'Angela, celui qui illuminait autrefois son écran quotidiennement.
ma jumelle, l'avait-elle enregistré sous ce nom? Un profond soupir lui échappa alors qu'elle appuyait sur l'option de message vocal. Salut Angie, je suis à la maison, dit-elle à voix basse. Je voulais surprendre tout le monde, surtout toi. Tu m'as tellement manqué. S'il te plaît, rappelle-moi quand tu auras ce message. Elle appuya sur envoyer et fixa l'écran. Le message fut livré, pas de coche bleue. Pas de bulle indiquant qu'elle tapait. Pas de réponse. Elle vérifia son Instagram et remarqua que la dernière publication d'Angela datait de plus d'un mois, une photo de fête floue. La section des commentaires était désactivée. Quelque chose semblait inachevé. Non dit. Amanda ravala son malaise et jeta son téléphone sur le lit, décidant que c'était le décalage horaire qui jouait avec ses instincts. Mais ce n'était pas seulement de la nervosité. C'était quelque chose de plus profond. Une douleur qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Plus tard dans la soirée, en défaisant ses valises, les doigts d'Amanda effleurèrent une boîte à bijoux emballée qu'elle avait apportée pour Angela, un bracelet à breloques avec leurs 2 initiales. Âme sœur, y était-il gravé. Elle sourit faiblement, se rappelant comment Angela avait pleuré une fois quand Amanda était partie pour ses études. Vers qui vais-je courir quand j'aurai besoin de parler sérieusement, avait-elle dit, les yeux larmoyants. Amanda posa délicatement le bracelet sur la commode, à côté d'une photo encadrée d'elles deux à l'université. Leurs bras s'entrelaçaient en riant. Tu ferais mieux de m'appeler demain, marmonna Amanda à voix basse, essayant de paraître enjouée. Samuel passa alors la tête par la porte. Toujours pas de réponse, demanda-t-il tranquillement. Amanda secoua la tête. Peut-être que son téléphone est cassé. Samuel parut sceptique mais ne dit rien. Je vais voir Charles dans quelques jours. Ajouta-t-elle, surtout pour elle-même. Samuel la regarda longuement. Prends ton temps. Tu as changé, Amanda. Assure-toi juste de ce vers quoi tu retournes. Que ça te corresponde encore. Amanda hocha la tête mais sentit une boule lui monter à la gorge. Quelque chose n'allait pas. Elle ne savait juste pas encore quoi. Le lendemain matin, Amanda se promena dans le quartier avec Sylvia, sa cousine qui habitait 2 rues plus loin. Sylvia était le genre de personne qui remarquait les choses que les autres manquaient. Tu es silencieuse depuis hier, dit Sylvia en la regardant de côté. Amanda haussa les épaules, regardant un groupe d'écoliers passer en gloussant. Je m'adapte, c'est tout. Ça fait longtemps, répondit-elle. Et Angela, demanda Sylvia doucement. Toujours rien. C'est étrange, mais peut-être qu'elle est juste occupée. Amanda essaya de garder une voix légère, mais Sylvia perçut la tension derrière son sourire. Occupée. Angela aurait crié sur tous les toits si elle avait su que tu étais de retour. Quelque chose cloche. Amanda s'arrêta de marcher et soupira. Je sais, mais j'ai besoin de croire que tout va bien. Je ne peux pas gérer de mauvaises nouvelles en ce moment. Sylvia lui prit la main. Alors allons-y doucement. Pas de précipitation. Observe juste comment les choses se déroulent, d'accord? Amanda hocha la tête, bien que son estomac se noue davantage à chaque pas. De retour à la maison, Amanda feuilleta un petit carnet où elle avait griffonné ses objectifs pour l'année. Rentrer à la maison. Lancer une boutique. Se marier. Elle fixa longuement le 3e point. Était-ce encore réel? Charles était-il toujours l'homme qui rêvait avec elle, riait avec elle, l'attendait? Elle se repassa sa voix dans sa tête, ses promesses, ses blagues, la façon dont il disait toujours « Je ne suis rien sans toi ». Soudain, son téléphone vibra. Elle sursauta. Mais ce n'était pas Angela. C'était Charles. Son cœur s'emballa. « Salut, chérie, ça va ?» Il avait envoyé un message. Elle fixa le texte, le lisant 3 fois avant de répondre. « Je viens de rentrer. Tu m'as manqué. » Quelques secondes plus tard, la bulle de frappe apparut, puis s'arrêta. Réapparut, puis disparut. Aucune réponse ne vint. Amanda fixait son écran d'un air absent, le malaise s'insinuant maintenant dans ses os. « Qu'est-ce qui se passe, Charles » murmura-t-elle en retenant son souffle. Mais le silence lui répondit plus que n'importe quel mot. Amanda n'était pas sûre de ce qui l'avait attirée dans la rue de Charles cet après-midi-là. Elle ne lui avait pas dit qu'elle venait. Il n'y avait pas de plan.
Juste un besoin de voir par elle-même où ils avaient autrefois parlé de construire leur avenir. Le taxi ralentit près du coin de sa concession, et Amanda se pencha légèrement par la fenêtre, ses lunettes de soleil cachant ses yeux qui scrutaient chaque mouvement. Le portail de sa concession s'ouvrit juste au moment où une silhouette élancée sortait d'une voiture argentée en riant. L'estomac d'Amanda se noua. C'était Angela. Vêtue d'une robe à fleurs qu'Amanda lui avait offerte autrefois, elle avait l'air trop à l'aise, trop familière. Une seconde plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Charles apparut, souriant en prenant la main d'Angela, puis se penchant pour lui murmurer quelque chose. Amanda ne pouvait pas l'entendre, mais l'intimité était indéniable. Elle se baissa rapidement, le cœur battant. Le chauffeur de taxi se tourna légèrement. « Madame, vous voulez entrer ?» Amanda força un sourire. « Non, continuez à rouler. » Alors qu'il tournait le coin, Amanda pressa sa main contre sa poitrine, essayant de contrôler la panique. Il devait y avoir une explication raisonnable. Peut-être qu'Angela l'aidait à organiser quelque chose pour elle. Une fête surprise. Un dîner d'anniversaire. Elle déglutit difficilement. Ça n'a aucun sens, se murmura-t-elle. Son téléphone vibra à nouveau, Charles. Désolé de ne pas avoir rappelé. Le travail a été fou. Quand pouvons-nous nous voir? Amanda fixa le message. Il était trop calme, trop normal. Était-ce à cela que ressemblait la trahison, des messages désinvoltes superposés à la tromperie? Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle envoya un texto à Sylvia. « Je viens de voir Angela chez Charles. » La réponse de Sylvia arriva rapidement. « Quoi? Tu vas bien ?» Amanda ne répondit pas. Parce qu'en vérité, elle n'en était pas sûre. Son monde avait commencé à ressembler à des sables mouvants, les souvenirs s'enfonçant, la confiance se dissolvant. Et quelque part dans son cœur, quelque chose s'était fissuré. Amanda passa la soirée à faire les 100 pas dans sa chambre, retournant les événements de la journée dans son esprit comme des pièces de puzzle qui refusaient de s'emboîter. Elle ne cessait d'imaginer le rire d'Angela, si insouciant, si imperturbable. Si quelque chose n'allait pas, elle me l'aurait dit. Marmonna Amanda. Mais d'un autre côté, lui avait-elle même dit quoi que ce soit depuis des mois? Son doigt survola à nouveau le contact d'Angela. Finalement, elle composa le numéro. Ça sonna une fois, puis tomba directement sur la messagerie vocale. Elle laissa tomber le téléphone avec un soupir frustré. Sylvia entra dans la pièce, un bol de fruits à la main. « As-tu parlé à l'un ou l'autre » demanda-t-elle doucement. Amanda secoua la tête. Angela est toujours injoignable, et Charles envoie des SMS comme si de rien n'était. Comme si tout allait bien. Sylvia lui tendit une tranche de mangue. Alors, quel est le plan? Amanda mâcha lentement. Je dois l'entendre d'eux. Face à face. Pas de supposition. Plus tard dans la nuit, Amanda ouvrit son ordinateur portable et consulta son relevé bancaire. Ligne après ligne, les virements étaient libellés, pour l'entreprise de Charles, ordinateur portable d'Angela. Aide au loyer. Sa mâchoire se serra. Elle n'avait pas hésité avant de les envoyer. C'était de l'amour. C'était de la confiance. Maintenant, cela ressemblait simplement à un financement de la trahison. Sa poitrine se serra. « J'ai besoin de réponses » murmura-t-elle. Mais la pensée de la confrontation faisait trembler ses mains. Elle n'avait jamais été du genre à faire des histoires. Mais le silence? Le silence commençait à lui sembler plus dangereux que n'importe quelle dispute. Elle ferma l'ordinateur portable et se tourna vers Sylvia. « Je rendrai visite à Charles demain. Au moins, j'ai besoin de voir ses yeux quand je lui poserai la question. » Sylvia hocha la tête. « J'attendrai. » Et Amanda? Amanda leva les yeux. « Peu importe ce qu'il dit, souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas l'idiote dans cette histoire. » Amanda sourit faiblement. « J'espère que non. Mais quelque chose me dit que je l'ai été bien trop longtemps. » Amanda entra dans le café où Charles lui avait demandé de la rencontrer. C'était un espace confortable niché dans un coin tranquille de la ville, rempli de l'arôme des pâtisseries et d'un léger fond de jazz. Quand elle l'aperçut au fond, son cœur rata un battement. Il se leva et ouvrit les bras. « Amanda. »« Regarde-toi » dit-il chaleureusement en la serrant dans ses bras. Elle le laissa faire.
Un instant, elle huma l'odeur familière de son eau de Cologne et se convainquit presque que rien n'avait changé. Mais quand ils s'assirent et que ses yeux se portèrent nerveusement sur son téléphone, ses doutes refirent surface. « Tu n'as pas eu l'air surpris que je sois revenu, dit Amanda avec précaution. Charles gloussa en sirotant son café. Je veux dire, je savais que tu devais bientôt rentrer. Je ne savais juste pas que ce serait cette semaine. Elle pencha la tête. Angela ne te l'a pas dit? Son sourire vacilla une brève seconde. Angela? Non. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un moment. Le mensonge était habile mais pas parfait. Amanda le sentit jusqu'au plus profond d'elle-même. C'est étrange. Elle n'a pas non plus répondu à mes appels, dit Amanda en observant sa réaction. Charles bougea mal à l'aise. Peut-être qu'elle est juste occupée. Tu sais comment peut être la gosse. Amanda sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Assez occupée pour oublier que sa meilleure amie rentrait à la maison. Il gloussa de nouveau. Mais il y avait une lueur d'anxiété derrière son charme. En tout cas, tu m'as manqué. Tu es magnifique. Amanda le fixa, essayant de relier cet homme à celui qu'elle avait aimé à travers des écrans de téléphone pendant 2 ans. Tout ce qu'il disait semblait faux, comme des répliques répétées sans signification. Tu m'as manqué aussi, mentit-elle. À l'intérieur, la distance entre eux s'étendait plus vaste que n'importe quel océan. Et bien que Charles lui tienne la main et sourit comme un homme toujours amoureux, Amanda réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne le reconnaissait plus. Amanda observait Charles attentivement alors qu'il divaguait sur une proposition commerciale qu'il présentait à un ami d'un sénateur. Il semblait plus soucieux de l'impressionner avec une ambition fabriquée que de renouer avec son âme. Elle hochait poliment la tête, mais ses pensées vagabondaient. Il ne lui demanda pas comment s'était passé son voyage, ce qu'avait été sa vie aux États-Unis, ou quel rêve elle nourrissait maintenant. Il semblait lui parler, et non pas avec elle. Alors, une fois que l'argent arrivera, j'aurai réglé la logistique. Peut-être pourrons-nous enfin parler du mariage, dit-il avec un clin d'œil. Les yeux d'Amanda se plissèrent légèrement. Quel mariage, Charles, demanda-t-elle. Il marqua une pause, clignant des yeux. Le nôtre, bien sûr, dit-il en gloussant maladroitement. Mais la pause était révélatrice, trop longue, trop calculée. Amanda se pencha en arrière, croisant les bras. Je ne savais pas que nous étions toujours fiancés. Charles écarta son propos d'un geste de la main. Bien sûr que nous le sommes. Tu es à moi. Nous sommes juste en train de nous rattraper. Elle sourit, mais à l'intérieur son cœur souffrait. Chaque mot qu'il prononçait puait le sentiment de propriété. Tu es à moi, pas, nous sommes ensemble, pas, je suis reconnaissant que tu es attendu. Juste de la possession. Alors qu'il jetait un nouveau coup d'œil à son téléphone, Amanda aperçut une notification de message. Angela, appelle-moi après son départ. Son souffle se coupa, mais elle masqua rapidement sa réaction. Elle en avait assez vu. Charles, commença-t-elle, son ton soudain plus ferme. Penses-tu que l'amour signifie la responsabilité? Il parut confus. Que veux-tu dire? Amanda sourit froidement. Laisse tomber. Juste curieuse. Elle se leva. On se voit. Fais-moi savoir quand ce plan logistique deviendra une véritable entreprise. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'était déjà tournée vers la porte, ses talons résonnant sur le carrelage. Dehors, elle inspira profondément. La vérité ne chuchotait plus. Elle hurlait. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'explose. Ce soir-là, Amanda se retrouva assise en tailleur sur le lit de Sylvia, l'esprit en ébullition. « Tu as vu son nom sur son téléphone » demanda Sylvia, les yeux écarquillés. Amanda hocha lentement la tête. Angela, clair comme le jour. Et le message disait « Appelle-moi après son départ ». Sylvia haleta. Il ne se cache même pas bien. Amanda gloussa amèrement. C'est la partie qui fait le plus mal. Il est tellement à l'aise pour mentir. Il ne prend même pas la peine de couvrir ses traces. Sylvia posa une main sur le genou d'Amanda. Alors, quel est le plan? Amanda se mordit la lèvre inférieure. Je veux attendre. Observer. Je ne vais pas crier ni pleurer. Pas encore. Je veux voir jusqu'où ça va.
Elle marqua une pause, puis ajouta, « Je veux être sûre de ne pas me tromper avant d'arrêter d'être gentille. » Sylvia fit un petit signe de tête. « C'est sage. Mais si tu as besoin de casser des choses, de crier ou de jeter du gâteau, sache juste que je soutiendrai tout ça. » Amanda sourit faiblement. « Merci, Syl. Mais pas de lancer de gâteau. » Pas encore. Elle prit son propre téléphone et commença à faire défiler les anciennes transactions. Son cœur se serra à chaque virement. Aide au loyer, facture d'hôpital, nouveau téléphone, remplacement de l'ordinateur portable d'Angela. Tout ce qu'elle pensait construire l'amour était utilisé comme une arme contre elle. Elle remarqua une transaction récente intitulée « Acompte événement Granville ». Ses sourcils se froncèrent. Elle n'avait pas vu ça avant. En cliquant sur la référence, il apparut que Charles. Cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil s'était à peine levé sur les toits couleur rouille de leur modeste quartier lorsque Mabel noua un foulard délavé sur sa tête et entra dans l'étroite cuisine. L'arôme du ragoût d'arachide emplissait l'air, sa façon de remonter le moral de Michael avant sa prochaine recherche d'emploi. Michael entra quelques minutes plus tard, portant sa seule chemise décente et un sourire fatigué qui faisait encore battre le cœur de Mabel. « Si ce travail ne marche pas, je vendrai ma radio », plaisanta Théil en se frottant la nuque. Mabel rit doucement et posa une main sur sa poitrine. « On s'en sortira. Continue juste d'y croire. » Au début, leur amour semblait impénétrable, scellé par la faim partagée, les rires et les longues promenades au clair de lune. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient l'un l'autre et Mabel s'y accrochait de toutes ses forces. Ils passaient des nuits à rêver de l'avenir d'une petite entreprise que Michael créerait un jour, d'une maison avec un petit jardin et d'enfants dont les rires rempliraient l'air. Mabel restait souvent éveillée tard à dessiner des logos et à griffonner des noms pour la future entreprise de Michael, même s'il pouvait à peine s'offrir du pain pour le petit déjeuner. Elle n'a jamais considéré leur lutte comme un fardeau. C'était l'amour, pensait-elle, de se tenir aux côtés de son partenaire dans la vallée pour pouvoir gravir la montagne ensemble. Michael la serrait fort contre lui et lui murmurait, « Un jour, je te donnerai le monde. » Mabel le croyait. Sa croyance n'était pas naïve. Elle était bâtie sur chaque petite promesse qu'il tenait, chaque mot gentil qu'il prononçait, chaque instant où il rentrait auprès d'elle, même les mains vides. Si le sacrifice était le prix de l'amour, Mabel était prête à le payer intégralement. La boîte était ouverte sur le lit, doublée de velours doux et remplie de morceaux d'un passé que Mabel n'avait pas touché depuis des années. Les bracelets en or de sa défunte mère, les délicates boucles d'oreilles que sa grand-mère avait portées le jour de son mariage, et la petite bague en rubis que son père lui avait offerte à 16 ans. Ce n'étaient pas que des bijoux. C'étaient des souvenirs, des murmures de ses racines, des histoires qu'elle espérait transmettre, mais aujourd'hui, ils devaient devenir de la monnaie. Les yeux de Michael s'attardèrent sur la boîte comme si c'était trop douloureux à regarder, mais il ne l'arrêta pas. « Tu n'es pas obligée de faire ça, Mabel, » dit-il, mais la faiblesse dans sa voix trahissait son soulagement. Elle sourit doucement, bien que sa gorge fût nouée. « Ce n'est que de l'or, Michael. Ton rêve vaut plus. » Elle entra dans ce prêteur sur gage les jambes tremblantes et en sortit avec une enveloppe d'argent qui semblait plus lourde que son cœur ne pouvait le supporter. Plus tard cette semaine-là, alors que les fonds étaient transférés et que le petit bureau de Michael était sécurisé, Mabel fit quelque chose d'encore plus difficile. Elle signa les documents pour vendre la maison que sa mère lui avait laissée, un petit bungalow à la peinture écaillée et au manguier dans la cour. Sa mère avait l'habitude de dire, « Cette maison est ton abri lorsque le monde devient froid. » Mabel se tint à la barrière et passa ses doigts le long de la clôture qui s'écaillait, murmurant au revoir les yeux humides. Cette nuit-là, ils emménagèrent dans un appartement exigu près du cœur de la ville, plus proche du nouveau bureau de Michael. Les plafonds étaient bas et les murs sentaient l'humidité, mais Mabel sourit en posant un matelas sur le sol. « Ce n'est pas où nous vivons, mais avec qui nous vivons, » dit-elle doucement. Michael lui embrassa le front et promit. « Un jour, je rachèterai cette maison, et nous accrocherons la photo de ta mère au centre. » Mabel le crut, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'elle en avait besoin. Il ne lui restait plus rien d'autre que la foi en lui. Avec l'entreprise de Michael qui gagnait lentement du terrain, Mabel devint le moteur invisible derrière tout cela. Elle gérait les appels des clients la nuit,
tenait les factures dans un carnet usé et parcourait des kilomètres pour livrer de petits colis lorsqu'il ne pouvait pas se permettre les services de messagerie. Elle ne demanda jamais à être reconnue. Elle croyait que son rôle était de soutenir, de construire et de servir depuis les coulisses pendant que Michael occupait le devant de la scène. « Tu es l'âme de cette entreprise », dit Michael une fois lors d'un contrôle d'inventaire tard dans la nuit. « Personne ne te voit, mais ils te sentent. » Ce compliment lui est resté pendant des mois, même si Michael a progressivement cessé d'avoir besoin d'elle pour des choses qu'il ne pouvait autrefois pas gérer sans elle. Ses appels sont devenus plus courts, ses repas à la maison se sont raréfiés, mais Mabel n'a rien dit. Elle pliait simplement ses chemises, préparait son thé et priait plus fort chaque matin que ce ne soit que du stress, et rien de plus. Mabel prit un emploi de nettoyage à temps partiel dans une école de quartier pour joindre les deux bouts pendant que Michael réinvestissait chaque profit. Chaque matin, elle se coiffait en chignon, préparait son propre déjeuner et sortait dans des vêtements simples, passant inaperçus pour la plupart. L'argent n'était pas beaucoup, mais il payait le riz et le savon, et aidait à garder les lumières allumées lorsque les factures s'accumulaient. Elle n'a jamais dit à Michael combien de fois elle se passait de déjeuner, ou faisait semblant de dormir quand son estomac gargouillait la nuit. Quand elle voyait Michael rire au téléphone lors d'appels professionnels, ou quand il rentrait à la maison avec une nouvelle montre-bracelet dont il ne lui avait pas parlé, elle ravalait son malaise. Peut-être qu'il grandit juste, se disait-elle. Il se souviendra bientôt de nous. Mais alors qu'elle regardait son reflet s'estomper derrière lui sur chaque photo d'entreprise qu'il publiait, quelque chose en elle commença à vaciller, pas tout à fait de la douleur, pas encore du ressentiment, mais une douleur silencieuse qu'elle ne pouvait nommer. Cela a commencé par de petites choses, des appels manqués, des excuses marmonnées, des dîners oubliés. Michael rentrait tard, son parfum s'accrochant à des chemises dans lesquelles elle ne l'avait pas vu partir. Il cessa de lui demander comment s'était passée sa journée, et quand elle essayait de partager, il hochait la tête distraitement, faisant défiler son téléphone. « Tu ne comprendrais pas, ma belle. C'est les affaires », marmonna-t-il un soir où elle lui demanda pourquoi il avait manqué leur dîner d'anniversaire. Sa main se figea autour de la cuillère dans la marmite de soupe à l'oie. « Je ne demandais pas de chiffres, Michael. Juste un peu de ton temps, dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Ce soir-là, elle mangea seule pendant qu'il était assis dans la chambre, porte fermée, riant dans le combiné. C'était la première fois qu'elle ne débarrassait pas les assiettes. Quelque chose de petit en elle resta assis à table même après son départ. Bientôt, Michael commença à voyager sans le lui dire. Voyage d'affaires, disait-il, quand elle apercevait des sacs emballés qu'elle n'avait pas touchés. Mabel ne le harcelait pas. Elle pliait les chemises et lui embrassait la joue, même si son cœur se pliait avec elle. Elle se demandait si elle était trop simple, trop silencieuse, trop douce pour être aimée dans le monde bruyant et lumineux où il vivait maintenant. Quand il rentra un week-end avec une nouvelle coupe de cheveux et refusa de dire qui avait pris la photo de lui lors d'un dîner sur un toit, légendé vers de plus grands commencements, Mabel sentit son âme s'effondrer un peu. Pourtant, elle sourit et lui tendit une serviette chaude. Peut-être que ce n'est qu'une phase, se chuchota-t-elle au lit, détournant son visage du mur pour éviter de pleurer à nouveau dans le silence. Peut-être qu'il reviendra vers moi. Le changement n'était pas bruyant. C'était glaçant dans son silence. Michael commença à regarder Mabel comme si elle était quelque chose qu'il avait dépassé, comme si sa présence était une nuisance qu'il devait tolérer. Au petit déjeuner, ses yeux ne s'adoucissaient plus en la voyant. Ils s'aiguisèrent, s'attardant sur son foulard ou son pagne délavé avec une lueur de dégoût. « Tu ne peux pas faire quelque chose pour tes cheveux ?» demanda-t-il un matin, sans lever les yeux de son téléphone. Mabel, surprise en pleine gorgée de thé, toucha la racine de sa tresse, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ?» demanda-t-elle, sa voix fluette. « Rien. Juste, tu pourrais essayer de ressembler à quelqu'un qui est à sa place à mes côtés maintenant, » murmura-t-il, repoussant son assiette à moitié mangée. Cette phrase resta logée dans sa poitrine toute la journée, ses bords tranchants, coupant les derniers morceaux de réconfort qui lui restaient dans leur maison. Mabel commença à faire plus d'efforts, ajoutant du rouge à lèvres qu'elle n'avait pas porté depuis des années, repassant ses robes 2 fois, empruntant même la perruque d'une amie pour l'un des événements de réseautage de Michael. Mais cela ne changea pas la façon dont il la voyait. Il hochait la tête d'un air pincé quand elle entrait dans la pièce, puis se détournait vers de nouveaux visages, des rires plus forts, des femmes plus brillantes. Ses compliments disparurent complètement, remplacés par des remarques désobligeantes.
Peut-être que si tu souriais plus, les gens arrêteraient de demander si j'ai amené ma tante, gloussa-t-il une fois après un événement, riant avec son chauffeur comme si elle n'était pas assise juste là. Mabel n'a pas pleuré cette nuit-là. Elle s'est simplement regardée dans le miroir, la poudre sur son visage taché et inconnu, se demandant quand elle était devenue une femme qui suppliait d'être vue. Les yeux qui la regardaient autrefois avec des rêves étaient maintenant remplis d'un jugement silencieux, et cela lui fit se demander si l'homme qu'elle aimait vivait encore derrière eux. C'était un cocktail dans un nouveau salon chic, un événement que Mabel avait aidé à organiser discrètement en coulisses, passant des appels et confirmant les listes d'invités pendant que Michael reconnaissait à peine son rôle. Ce soir-là, il lui présenta Jane. Voici Jane Oduro, brillante, motivée, elle a l'œil pour le branding. Elle est notre nouvelle stratège commerciale, dit-il en posant une main fière sur le dos de Jane. Jane était grande, élégante et vêtue d'une robe rouge moulante qui scintillait sous les lumières. Elle sourit à Mabel avec une acuité qui ressemblait moins à de l'amitié qu'à un avertissement. « Ravie de vous rencontrer », dit-elle en regardant Mabel de haut en bas. Mabel, vêtue d'une modeste robe en ankara et serrant son sac à main tissée, lui rendit poliment son sourire. Mais quelque chose en elle trembla quand elle vit comment Jane se penchait à l'oreille de Michael et le faisait rire de ses rires profonds et pleins que Mabel n'avait pas entendus depuis des mois. Les semaines qui suivirent furent un lent délitement. Jane devint une figure incontournable. Elle était toujours au bureau, puis au dîner, puis finalement aux côtés de Michael lors de chaque événement public. Mabel remarqua comment son attitude changeait lorsque Jane était là, comment il se tenait plus droit, souriait plus largement, comment son eau de Cologne devenait plus forte et son téléphone encore plus gardé. Un après-midi, Mabel arriva à l'improviste au bureau de Michael pour lui apporter un déjeuner fait maison. Alors qu'elle entrait dans le couloir, elle entendit la voix de Jane derrière la porte vitrée, douce et enjôleuse. « Tu mérites mieux que des restes à la maison, Michael. Tu mérites quelqu'un qui correspond à l'avenir que tu construis. » Mabel se figea. Elle n'est pas entrée. Elle a fait demi-tour et a laissé le déjeuner sur le bureau de la réceptionniste avec un sourire crispé. Ce soir-là, quand Michael est rentré à la maison et a dit nonchalamment qu'il ne serait pas là dimanche à cause d'un brunch d'affaires avec Jane, Mabel a simplement hoché la tête. Elle ne discuta pas, mais dans le silence de leur chambre, elle se blottit sous la couverture qu'elle partageait autrefois avec lui et murmura « Tu m'échappes ». Mabel n'attendait pas grand-chose pour son anniversaire. Elle avait depuis longtemps accepté que Michael n'était pas doué avec les dates. Pourtant, elle nettoya la maison avec un soin particulier, prépara une soupe au poivre avec son assaisonnement préféré et porta une simple robe bleue dont il avait dit un jour qu'elle faisait ressortir la douceur de ses yeux. Alors que le soir tombait et que les lampadaires s'allumaient, elle alluma une bougie sur la table, espérant ne serait-ce que quelques minutes de son temps. Mais les heures passèrent sans appel, sans coup à la porte, sans pas. Minuit vint et passa. Elle était assise seule, le repas intact refroidissant à côté d'elle. Ses doigts tremblaient alors qu'elle coupait le gâteau qu'elle s'était acheté. Un petit gâteau à la vanille avec joyeux anniversaire et me griffonnait d'un glaçage tremblant. Alors qu'elle prenait une bouchée, son téléphone sonna. C'était une photo sur les réseaux sociaux. Michael, dans un restaurant sur le toit avec Jane, des coupes de champagne levées entre eux. La légende disait, célébrer quelque chose de spécial. Mabel regarda l'écran, son estomac se tordant, non pas de jalousie, mais de quelque chose de plus profond. Chagrin, trahison, humiliation. La femme sur la photo portait une robe en soie et du rouge à lèvres rouges. Michael souriait comme il lui souriait autrefois. Elle posa le téléphone et apporta son assiette à l'évier. Le silence dans la maison devint insupportable, alors elle attrapa un vieil album photo caché sous leur lit. Elle feuilleta les pages de souvenirs ensoleillés, des photos de leurs premières années, des voyages à la plage, des cornets de glace partagés, des appartements exigus remplis de rire. Ses doigts s'arrêtèrent sur une photo de Michael reposant sa tête sur ses genoux, les yeux fermés, en paix. Les yeux de Mabel s'emplirent de larmes. « Où avons-nous mal tourné » chuchota-t-elle dans l'air, sa voix se brisant. Personne n'a répondu. Seul le faible bourdonnement du réfrigérateur emplissait la pièce. C'était l'anniversaire le plus solitaire qu'elle ait jamais connu, mais c'était aussi le moment où elle réalisa à quel point elle était devenue seule dans un mariage destiné à deux. La première fois que c'est arrivé, Mabel l'a ignoré, pensant que c'était une coïncidence. Elle était entrée au dîner de lancement annuel de l'entreprise vêtue d'une simple robe en dentelle et de talons bas, excitée de soutenir l'empire grandissant de Michael. Mais dès qu'elle est entrée,
Les conversations autour d'elle se sont calmées. Certains invités échangèrent des regards, d'autres murmurèrent derrière leur verre de vin. Une jeune stagiaire poussa même son amie du coude et chuchota quelque chose qui les fit toutes les deux glousser. Mabel fit semblant de ne pas remarquer, serrant plus fort sa pochette en cherchant Michael du regard. Elle l'aperçut près du bar, les épaules droites, le costume impeccable, riant de bon cœur avec Jane. Jane se tourna légèrement, aperçut Mabel et eut un sourire narquois qui n'atteignit pas ses yeux. Puis elle se pencha vers Michael et lui chuchota à l'oreille. Michael n'a même pas jeté un coup d'œil à sa femme. Il a simplement hoché la tête et a continué à parler. Tout au long de la soirée, le personnel s'est adressé à elle comme si elle était une invitée extérieure au cercle. « Êtes-vous une amie de la famille de Monsieur Michael » demanda poliment l'une d'elles. Mabel ravala la boule qu'elle avait dans la gorge et répondit avec un sourire fragile. « Je suis sa femme. » La femme cligna des yeux, clairement surprise, avant de masquer sa réaction par un rire forcé. « Oh, je n'avais pas réalisé. » La graine de l'embarras prit racine dans la poitrine de Mabel, s'alourdissant à chaque instant qui passait. Jane, pendant ce temps, flottait dans la pièce comme la reine de la soirée, les cheveux parfaitement coiffés, entourée d'hommes en costume sur mesure, et appelant Michael le chéri sans aucune honte. Mabel était assise au bord de la salle de bal, son verre de vin intact à la main, et regardait sa place dans la vie de son mari s'effacer publiquement. Ce n'était pas seulement la présence de Jane qui la piquait. C'était la facilité avec laquelle le monde autour d'eux l'avait adopté tout en effaçant la femme qui avait aidé à tout construire. Mabel est partie tôt ce soir-là, inaperçue. Mabel triait le linge un matin quand quelque chose craqua dans la poche arrière du pantalon de Michael. Elle y plongea la main et en sortit un reçu en papier glacé, long, élégant, d'une boutique de luxe où elle n'avait jamais mis les pieds. Le total lui souleva l'estomac. 385 000 Naira pour un foulard en soie, 2 bracelets en or et une paire d'escarpins. Ses yeux se posèrent sur la date, 2 jours avant son anniversaire. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles. Elle n'avait pas reçu de cadeau, on ne lui avait même pas souhaité un joyeux anniversaire, et pourtant voici la preuve de dépenses extravagantes pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était pas elle. Elle serra le reçu si fort qu'il se froissa dans son poing. Quand Michael entra quelques minutes plus tard, sifflotant nonchalamment, elle le confronta. « Michael, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en tendant le papier. Il s'arrêta, cligna des yeux, puis haussa les épaules. « C'est un cadeau pour un partenaire commercial. » Mabel le regarda fixement, sa voix tremblante. « Un partenaire commercial porte des bracelets en or et des talons de 15 cm. » Michael fronça les sourcils, sa patience s'amenuisant. « Pourquoi es-tu toujours aussi méfiante ? » « Je dirige une entreprise. Les cadeaux fidélisent. » Il lui arracha le reçu de la main, le froissa et s'en alla. Mabel resta figée, sentant quelque chose en elle changer, non pas se briser, mais durcir. Cette nuit-là, elle resta assise sur leur lit longtemps après qu'il se fût endormi, tenant un journal et griffonnant des chiffres. Ses bijoux, le prêt, la maison qu'elle avait vendue, l'argent qu'elle avait investi dans son entreprise. Plus elle écrivait, plus cela devenait clair. Elle avait investi dans un homme qui investissait maintenant dans quelqu'un d'autre. Son souffle se bloqua alors que la prise de conscience s'installait. Ce n'était plus seulement une distance émotionnelle. Il avait réécrit toute l'histoire, et elle était en train d'en être effacée. Silencieusement, elle plia la page et la glissa sous son oreiller, jurant de ne plus ignorer les signes. C'était un dîner d'affaires formel, une affaire exclusive avec des dignitaires et des investisseurs de haut niveau. Michael insista pour que Mabel y assiste, peut-être par obligation, peut-être pour l'image. Elle arriva tôt, vêtue d'une robe bleu marine qu'elle avait cousue avec des restes de dentelle. Avec un maquillage doux et des bijoux simples, elle ne s'attendait pas à des éloges, mais elle ne s'attendait pas non plus à des moqueries. Au milieu de l'événement, Michael prit le micro pour souhaiter la bienvenue à la foule. « Ce soir, commença-t-il, je suis reconnaissant aux personnes qui rendent ce voyage utile, notre conseil d'administration, nos partenaires et, bien sûr, notre charmante équipe. » Il jeta un coup d'œil vers S. Jane, qui lui envoya un baiser. Le public gloussa, mais pas une seule fois il ne mentionna Mabel, ni comme sa femme, ni comme une supportrice, ni même comme une invitée. Quand quelqu'un demanda à sa table qui elle était, l'homme à côté d'elle répondit, « Aucune idée, peut-être une cuisinière de la famille. » Les mots la brûlèrent. Plus tard, pendant le dessert,
Jane fit une blague bruyante près du bar. Certaines femmes sont encore coincées en 2004, en voiture et chaussures plates, à un gala. Michael rit bruyamment, trop bruyamment. Les têtes se tournèrent. Mabel resta assise tranquillement, les larmes lui brûlant le coin des yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se leva lentement, repoussa sa chaise et traversa le hall sans un mot. Michael la vit partir, mais ne l'appela pas. Jane haussa simplement un sourcil et sirota son vin. Cette nuit-là, Mabel rentra seule à la maison. Elle se déshabilla lentement, plia la robe qu'elle avait cousue avec tant de soin et la remit dans sa boîte. Puis elle se regarda dans le miroir et murmura « Assez ». Il n'y avait aucune rage dans son ton, juste une résolution tranquille, ferme et forte. C'est à ce moment-là qu'elle décida qu'elle ne supplierait plus jamais d'être vue par un homme qui avait déjà fermé les yeux. Le lendemain du dîner humiliant, Mabel resta au lit longtemps après le lever du soleil. Ses yeux fixaient le plafond, insensibles aux heures qui passaient. Elle n'avait pas touché au thé qu'elle avait infusé. Les rideaux restaient tirés. Le monde extérieur bougeait, mais à l'intérieur de sa poitrine, tout était immobile. Cet après-midi-là, la porte d'entrée grinça. Gladys entra sans frapper, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Mabel cligna à peine des yeux. « Tu as tellement maigri, Mabel » dit Gladys en s'asseyant sur le bord du lit. « Qu'est-ce qui se passe » Mabel ne répondit pas tout de suite. Elle tendit simplement la main dans le tiroir et lui tendit le reçu, celui que Michael avait essayé de détruire. Puis lentement, une par une, elle déroula son histoire. Les sacrifices, les insultes, l'anniversaire, l'humiliation. À la fin, des larmes coulaient sur les joues de Gladys. Gladys se leva, sa voix ferme. « Tu n'es pas folle, Mabel. Il te manque de respect, et il est temps d'arrêter d'attendre qu'il se réveille. » Mabel leva les yeux, sa voix rauque. « Que puis-je faire, Gladys ? Je lui ai tout donné, même ma voix. » Gladys s'agenouilla devant elle, lui prit les mains et murmura. « Alors reprends-la. Commence par la vérité. Tu as vécu trop longtemps dans l'ombre. Ouvrons les rideaux. » Cette nuit-là, elles firent une liste, tout ce que Mabel avait contribué à l'entreprise de Michael depuis le premier jour. Gladys sortit son ordinateur portable et commença à éplucher les registres publics des entreprises. « On va découvrir exactement où tu en es, dit-elle. Mabel, pour la première fois depuis des semaines, sentit la faible lueur de quelque chose en elle, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Cela n'a pas pris longtemps. Gladys était vive et implacable. 2 jours après le début de leur enquête discrète, elle découvrit quelque chose qui fit vaciller les genoux de Mabel. « Tu dois voir ça », dit-elle en tournant son ordinateur portable vers elle. À l'écran se trouvait un contrat de location pour un penthouse de luxe à Victoria Island, entièrement payé au nom de la société, mais avec Jane Oduro comme unique occupante. Mabel regarda l'écran, incrédule. « Il lui a donné une maison, murmura-t-elle. Gladys hocha la tête d'un air sombre. Pas seulement une maison. Il l'a meublée de fond en comble avec l'argent de l'entreprise. De l'argent qui venait de ton sang et de tes larmes. La trahison la frappa comme un camion. Mabel pressa une main contre sa poitrine comme pour empêcher son cœur de s'effondrer. Ils sont allés plus loin. Les relevés bancaires de l'entreprise ont révélé des retraits fréquents intitulés « Divertissement client ». Dîner somptueux, virée shopping de créateurs, week-end d'escapade, tous liés à Jane. Mabel resta assise en silence pendant que Gladys reconstituait le puzzle. Elle n'est pas seulement une maîtresse, Mabel. Elle vit la vie que tu as payée. Mabel serra la mâchoire, la piqûre de l'humiliation cédant la place à autre chose, la résolution. Il a utilisé ma gentillesse pour construire son empire, dit-elle doucement, et puis il le lui a offert comme un cadeau. Ses doigts se crispèrent en poing. Plus jamais. Cette nuit-là, Mabel ne put dormir. Non pas de chagrin, mais de détermination. Elle resta éveillée à écrire, calculer, revoir chaque chose qu'elle avait jamais vendue, signée ou sacrifiée pour Michael. Ses larmes avaient disparu. Ce qui restait était quelque chose de plus aigu, la clarté, et avec Gladys à ses côtés, elle découvrirait à quel point l'Empire lui appartenait vraiment. Gladys arriva le lendemain matin, une enveloppe brune serrée dans sa main. « Tu ne vas pas croire ça, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Elle ouvrit l'enveloppe et étala des photocopies des documents originaux de constitution de la société de Michael.
des documents qu'ils avaient demandés par des voies légales discrètes. En parcourant les pages, les yeux de Mabel s'écarquillèrent. C'était là, enfoui sous le jargon et les petits caractères, Mabel O'Hickena, associé commanditaire, 52% des parts. Son souffle se coupa. Ça ne peut pas être réel, dit-elle. Gladys désigna le sceau. C'est signé. C'est légal. Il t'a nommé actionnaire majoritaire quand il avait besoin de ton capital pour enregistrer l'entreprise. Mabel s'adossa, abasourdie. Il ne me l'a jamais dit. Jamais mentionné une seule fois. Gladys sourit amèrement. Bien sûr que non. Il n'a jamais pensé que tu demanderais. Il comptait sur ton silence, ta confiance. Mabel regarda le papier, ses mains tremblantes. Pendant des années, elle avait marché comme un fantôme dans son propre mariage, ne sachant pas qu'elle possédait plus de la moitié de l'entreprise même qu'il utilisait pour élever une autre femme. Il m'a fait croire que je n'étais rien, murmura Mabel. Pendant tout ce temps, j'étais la fondation. Elle se leva lentement, le dos plus droit qu'il ne l'avait été depuis des mois. Cela change tout, acquiesça Gladys. Maintenant, nous ne sommes plus seulement des épouses blessées. Nous sommes des femmes informées. Et les femmes informées? Elles sont dangereuses pour les hommes qui construisent des empires sur des mensonges. Mabel regarda à nouveau les papiers, un calme étrange s'installant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas impuissante. Elle se sentait comme une femme sur le point de se relever. Mabel était assise à la table de la salle à manger, maintenant encombrée de papiers, de souvenirs et d'années qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Les chiffres ne mentaient pas. Gladys l'avait aidée à retracer chaque contribution financière qu'elle avait faite à l'entreprise de Michael. Son carnet était rempli de dates, de reçus, de virements bancaires, preuve d'une femme qui s'était vidée pour quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de la remplir à nouveau. En examinant chaque transaction, Mabel commença à voir l'histoire différemment. Ce n'était pas l'amour qui l'avait aveuglée, c'était la confiance. Elle se souvint de la nuit où elle avait marché des kilomètres pour mettre en gage la montre de son père parce que le loyer de Michael était en retard. Elle se rappela avoir sauté ses propres rendez-vous médicaux juste pour respecter une échéance de paiement pour son entrepôt. Et puis il y eut cet après-midi pluvieux où elle signa le contrat de prêt en utilisant la propriété de sa mère comme garantie, tremblant alors que l'encre séchait. Ce n'est que pour quelques mois, avait promis Michael. Nous serons riches d'ici l'année prochaine. Maintenant, elle réalisait comment ses sacrifices étaient devenus des tremplins qu'il gravissait sans jamais regarder en bas. Mabel ferma les yeux et inspira brusquement alors que des fragments de mémoire refaisaient surface. Le soir où elle attendait près de la fenêtre pendant qu'il était en réunion. Les dîners qui refroidissaient pendant qu'elle serrait sa tasse préférée, espérant qu'il reviendrait avec de bonnes nouvelles, pour ne le voir revenir silencieux et renfermé. Tu appelais ça de l'amour, mais il appelait ça de la commodité. Gladys l'avait dit doucement plus tôt ce matin-là. Les lèvres de Mabel se serrèrent. Elle ne pleurait pas seulement le mariage, elle pleurait la version d'elle-même qui croyait ne pas mériter mieux. Elle ouvrit son journal et tourna à une page blanche, écrivant en caractères gras, ce qu'il a pris, ce que j'ai donné, ce que je reprendrai. Et puis elle commença à écrire, non pas avec tristesse, mais avec une fureur calme et déterminée. Il était temps d'agir. Gladys, déterminée à armer Mabel de plus que des faits, lui présenta quelqu'un qui pouvait faire la différence. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, niché dans un quartier résidentiel, discret et peu risqué. Marley Okonkwo, une femme élégamment vêtue d'une trentaine d'années, lui tendit la main avec une confiance calme. « Vous n'avez pas besoin d'une guerrière, Mabel, dit-elle en s'asseyant en face d'elle. Vous avez besoin d'une tacticienne, et je suis très doué pour régler les problèmes causés par les hommes. » La timidité initiale de Mabel s'estompa en écoutant Marley disséquer la situation avec une précision clinique. Avec 52% des parts, vous avez tous les droits légaux sur l'entreprise. Mais pour l'instant, c'est une part silencieuse, ce qui signifie qu'il peut agir comme s'il possédait tout jusqu'à ce que vous fassiez un geste pour le récupérer. Mabel déglutit. Quel genre de geste? Marley se pencha en avant. Nous préparons la documentation, déposons une déclaration de propriété discrète. Vous n'avez pas besoin de le confronter pour l'instant. Vous observez, vous collectez, vous le laissez construire son palais sur votre sable, puis vous tirez la terre dessous lui. Mabel hocha lentement la tête, les rouages tournant dans son esprit. Mais il est doué pour cacher les choses.
Il est prudent. Comment contourner cela? Marley sourit. Les hommes comme Michael ne s'attendent jamais à ce que la femme qu'ils ont réduite au silence retrouve sa voix. C'est notre arme. Au cours des semaines suivantes, Mabel et Marley se rencontrèrent en secret. Elles rassemblèrent des documents auprès des banques, épluchèrent les notes de frais et approchèrent discrètement les membres du conseil d'administration qui devaient à Mabel leur respect, bien que beaucoup eussent oublié son visage. Marley la forma au jargon des conseils d'administration, lui apprit à poser des questions qui acculaient les dirigeants et la prépara à un seul objectif, la récupération financière totale. Les mains de Mabel tremblaient encore parfois, mais sa voix ne se brisait plus quand elle parlait. « Il m'a sous-estimé », dit-elle lors d'une réunion. Marley gloussa. « Ils le font toujours. » Jusqu'au jour où la femme silencieuse frappe à la porte avec un avocat derrière elle. Et à ce moment-là, Mabel sourit, non pas amèrement, mais avec puissance. Un matin, après une longue nuit à réviser des projets juridiques avec Marley, Mabel se tint devant son miroir et vit quelqu'un d'inconnu la regarder. Quelqu'un de fatigué, aux yeux creux, et bien plus âgé que ses 36 ans. Ses cheveux, autrefois épais et fiers, étaient maintenant tirés en arrière en un nœud lâche, ses vêtements tombaient sur ses épaules. Et sa peau, bien que toujours riche et lisse, avait perdu son éclat. Elle ne se reconnaissait plus, et cette prise de conscience la frappa plus profondément que toutes les trahisons de Michael. Alors, sans rien dire à personne, elle entra dans un modeste salon de coiffure près du domaine de Gladys. La coiffeuse, une femme à la voix douce nommée Ada, la regarda avec une douce curiosité. « Que puis-je faire pour vous, ma tante ?» Mabel hésita, puis murmura « Aidez-moi à retrouver mon visage. » Ada ne posa plus de questions. Elle hocha simplement la tête et se mit au travail. La transformation ne fut pas radicale. Il ne s'agissait pas de paraître plus jeune ou plus riche. Il s'agissait de se délester du chagrin. Ada coupa la fatigue des cheveux de Mabel, les hydratant et les tressant en un élégant chignon qui mettait en valeur ses pommettes. Elle lui fit un soin du visage chaleureux, choisissant des tons bronze doux et dorés. Mabel portait une robe de couleur crème, simple mais bien ajustée à sa silhouette. Et lorsqu'elle sortit du salon, la lumière du soleil attrapa la force de ses épaules. Elle passa devant la vitrine d'une boutique et surprit son reflet. Pour la première fois depuis des années, elle s'arrêta et sourit, non pas à cause de ce qu'elle portait, mais parce qu'elle se souvenait de qui elle était. Elle n'était pas seulement une épouse oubliée ou une généreuse imbécile. Elle était une femme qui avait enduré la perte sans se perdre complètement. Cet après-midi-là, Gladys suffoqua lorsque Mabel entra dans son appartement. Mabel, souffla-t-elle, les mains sur la bouche. « Tu te ressembles à nouveau. » Et Mabel, d'un petit signe de tête, répondit « Non. Je ressemble à la femme que je n'aurais jamais dû cesser d'être. » Mabel entra dans le hall du siège social de l'entreprise de Michael, le menton légèrement relevé et les épaules carrées, non pas comme l'épouse soumise qu'elle était autrefois, mais comme une propriétaire silencieuse reprenant sa place à la table. Vêtue d'un élégant blazer couleur vin et d'une jupe crayon modeste, elle passa devant la réceptionniste, qui la reconnut à peine. « Excusez-moi, madame. Êtes-vous ici pour un rendez-vous » demanda la jeune femme. Mabel sourit doucement. « Dites à monsieur Amica au deuxième étage que madame Mabel Ekena aimerait observer la réunion de stratégie d'aujourd'hui. Je crois que ma participation au capital m'y autorise. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent, mais elle décrocha rapidement le téléphone. Quelques instants plus tard, Mabel fut escortée à l'étage, où elle s'assit dans un coin de la salle de conférence, silencieuse, posée et attentive. Michael n'était pas présent. Il était à Lagos pour un prétendu week-end d'investisseurs avec Jane. Mais ses employés s'agitaient sous le regard de Mabel, ne sachant comment traiter la femme que leur patron n'avait jamais reconnue. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, ses questions transperçaient la réunion comme du verre fin. Pourquoi le budget marketing est-il gonflé dans les projections du deuxième trimestre, demanda-t-elle froidement. Pourquoi y a-t-il des factures qui se chevauchent pour des événements qui n'ont jamais eu lieu? Monsieur Amica bafouilla en feuilletant des papiers. Mabel ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête et écrivit dans son carnet en cuir. Après la réunion, l'un des jeunes analystes s'approcha timidement d'elle. « Je ne savais pas que vous étiez impliquée, madame. » Monsieur n'a jamais mentionné. Mabel la coupa doucement. « Ce n'est rien. Je ne l'ai jamais mentionné non plus. Mais cela va changer. » Ce soir-là,
elle informa Marley de sa visite. Ils sont négligents, dit Mabel. Ils ont utilisé mon silence comme bouclier. Je crois qu'ils ont oublié que j'existe. La voix de Marley crépita au téléphone avec satisfaction. Parfait. Continuez à vous montrer. Ils se souviendront bientôt de votre nom. Et ainsi, Mabel fit exactement cela, revenant tous les quelques jours, posant les bonnes questions, faisant des vagues silencieuses. À chaque visite, sa confiance se recousait dans sa peau, fil par fil silencieux. Le gala était le plus grand événement corporatif de l'année, une soirée de collecte de fonds en cravate noire organisée dans un lieu prestigieux de l'Eki. Mabel n'avait pas prévu d'y assister jusqu'à ce qu'elle reçoive une invitation adressée à Madame Mabel Ikena, associée commanditaire. Marley l'encouragea. Vous devez être vue, non pas comme une épouse, mais comme une puissance à part entière. Mabel arriva dans une robe modeste mais gracieuse, ses cheveux relevés en un chignon souple, son maquillage discret mais impeccable. Alors qu'elle traversait l'entrée en marbre, les flashs des photographes illuminaient le couloir, mais aucun n'était pour elle. Du moins, pas encore. Elle prit sa place tranquillement, inaperçue de la plupart, jusqu'à ce que Jane entre. Vêtue d'une robe émeraude chatoyante au décolleté plongeant, elle attirait l'attention comme une actrice de théâtre. Elle serrait le bras de Michael, qui lui chuchota quelque chose à l'oreille qui la fit rire assez fort pour que tout le monde l'entende. Les yeux de Jane balayèrent la pièce et se posèrent sur Mabel. Un lent sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Elle s'approcha d'un pas nonchalant, une coupe de champagne à la main. « Oh, je ne vous avais presque pas reconnu, » ronronna-t-elle. « Vous avez l'air rafraîchi. La simplicité, c'est vraiment votre truc, n'est-ce pas ?» Mabel inclina légèrement la tête. « Et l'excès semble être le vôtre. » Jane rit, visiblement imperturbable. « Attention. Vous risquez d'ennuyer les gens si vous continuez à vous habiller comme une employée de maison. » Mabel soutint son regard. « Et vous pourriez tromper les gens en leur faisant croire que vous avez mérité ce que vous portez. » Un photographe de passage s'arrêta pour immortaliser le moment, sentant peut-être l'attention. Jane se pencha plus près, sa voix plus basse. « Profite du spectacle, Mabel, mais ne te mets pas trop à l'aise. Tu es l'histoire d'hier. » Mabel ne répondit pas. Elle se détourna et se dirigea vers la terrasse, le visage calme, mais le pouls battant. Cette nuit-là, les médias ont publié des dizaines de photos de l'événement. Jane en vert, Michael à ses côtés. Mais une photo candide de Mabel, debout sous les lumières, digne et imperturbable, a commencé à circuler discrètement. La légende disait, le calme avant la tempête. 2 matins plus tard, Michael rentra chez lui sans presque frapper à la porte. Il laissa tomber son sac de voyage dans le couloir et se dirigea directement vers le réfrigérateur sans un salut. Mabel était assise à la table de la salle à manger, sirotant son thé, calme et indéchiffrable. « Tu as assisté au gala, dit-il, le dos tourné. » Sans me le dire, elle posa sa tasse. « Je ne pensais pas avoir besoin d'une permission pour assister à une fonction liée à l'entreprise que j'ai aidé à financer. » Il se retourna brusquement. « Tu m'as embarrassé. » Jane a dit que les gens chuchotaient, remettant en question votre présence, votre tenue, votre comportement. Mabel haussa un sourcil. Il ne remettait pas en question ma présence. Il se demandait pourquoi votre femme devait s'asseoir dans un coin pendant que votre maîtresse jouait les hôtesses. Ses narines se dilatèrent. Vous créez des problèmes. Je suis allé trop loin pour que tu commences à saboter les choses. Mabel se leva, sa voix mesurée. Le seul sabotage ici est ce que tu as fait à notre mariage et à mes contributions. Je sais pour le pantouse de Jane. Je sais pour l'argent que tu as détourné par des cadeaux, et je sais que mon nom est toujours sur tous les documents qui comptent. Le visage de Michael se figea. Tu as fouiné. Elle s'approcha, baissant la voix. Non, je me suis souvenu. J'étais là avant les costumes, avant le champagne, avant Jane. Et tu as confondu mon silence avec de l'ignorance. Ça s'arrête maintenant, rit-il amèrement. Tu crois pouvoir me faire peur avec des documents. Tu es juste amer que j'ai tourné la page. Mabel ne sia pas. Non, Michael, je suis juste réveillée. Et quand une femme se réveille après avoir dormi pendant des années de trahison, elle ne supplie pas, elle construit. Elle se tourna et s'éloigna, le laissant la regarder, non pas avec culpabilité, mais avec la première lueur de peur.
Elle arriva dans une enveloppe blanche impeccable aux lettres dorées, glissée discrètement sous la porte d'entrée de Mabel. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un autre prospectus ou à une brochure marketing. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, son souffle se coupa. C'était une invitation exclusive, pour la célébration du 10e anniversaire de l'entreprise, organisée dans une luxueuse salle de bal du centre-ville. Son nom était clairement imprimé en lettres d'or, Madame Mabel Ikena, associée commanditaire, cercle des fondateurs. La date était en gras, le lieu opulent, et en dessous, listé comme co-animateurs figuraient Michael Ikena et Jane Oduro. Ses doigts se resserrèrent sur le bord de la carte. Que ce soit une erreur ou une provocation calculée, elle ne pouvait le dire. Mais Marley, qui était passé plus tard cet après-midi-là, y jeta un coup d'œil et eut un sourire narquois. Il s'affiche maintenant. C'est bien. Laissez-les briller de mille feux. Ça rend la chute plus publique. Mabel posa l'invitation sur la table, s'asseyant à côté comme pour en absorber le poids. Devrais-je y aller, demanda-t-elle. Gladys, assise en face d'elle, hocha la tête sans hésitation. Absolument, mais tu n'iras pas seulement. Tu t'assureras qu'ils se souviennent de qui tu es quand tu entreras. Mabel baissa les yeux sur ses mains, stable maintenant, ne tremblant plus de doute. Il ne s'agit plus seulement d'être vu, murmura-t-elle. Il s'agit de récupérer tout ce qu'ils ont construit sur mon silence. Cette nuit-là, alors que la ville bourdonnait à l'extérieur, elle sortit un bloc-notes et commença à esquisser des idées pour sa tenue. Non pas parce qu'elle avait besoin d'impressionner, mais parce qu'elle savait que l'image parlait beaucoup dans une pièce où la réputation comptait plus que la vérité. Elle n'allait pas se présenter comme l'épouse oubliée. Elle allait entrer comme la femme qui possédait la moitié de l'Empire et qui avait les papiers pour le prouver. Il l'avait invitée sous les projecteurs. Maintenant, elle déciderait de l'intensité de la flamme. Mabel entra dans l'atelier privé du tailleur, niché derrière une boutique tranquille à sur l'air. L'espace sentait le tissu et les fleurs fraîches, doucement éclairées par le soleil de l'après-midi. Le designer, Uzo, avait été recommandé par Marley, non pas pour l'extravagance, mais pour l'élégance. Je ne veux rien de bruyant, lui dit doucement Mabel. Je veux ressembler au genre de femme qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Uzo l'étudia tranquillement un instant, puis sourit. Vous voulez le pouvoir cousu dans le silence. Je comprends. Elle sortit des échantillons de soie bronze foncé et prune royale, puis s'arrêta sur un tissu doré discret qui ne chatoyait que lorsqu'il était touché par la lumière. Ceci, dit Uzo en le passant sur l'épaule de Mabel, est pour les femmes qui ne rivalisent pas. Elles conquièrent en existant. Mabel hocha la tête, la gorge nouée. C'est exactement ce que je dois être. Au fur et à mesure des essayages, quelque chose changea. Chaque fois que Mabel se voyait dans le miroir, son reflet ressemblait moins à un costume qu'à une révélation. La robe finale était ajustée mais digne, avec des lignes épurées, un corsage structuré et une traîne qui effleurait le sol sans arrogance. Uzo ajouta une broderie délicate, rien de tape à accent grave-l'œil, juste de légers fils d'or tissés à l'ourlet, comme des murmures de royauté que seuls quelques-uns remarqueraient. Lors du dernier essayage, Gladys se tenait à la porte, observant en silence, stupéfaite. Tu as l'air, murmura-t-elle, incapable de trouver le mot juste. Mabel se tourna vers elle, levant le menton avec grâce. J'ai l'air de quelqu'un qu'il n'aurait pas dû sous-estimer. À ce moment-là, elle n'avait pas besoin de la validation de Michael ni de l'envie de Jane. Elle était devenue son propre monument, élégante, inébranlable et discrètement radieuse. La robe n'était pas que du tissu. C'était une conclusion. C'était un avertissement. 3 jours avant le gala, Mabel rencontra Marley dans son bureau privé, niché au-dessus d'un café d'art tranquille. L'avocate fit glisser un dossier sur la table avec une finalité nette qui emplit la pièce d'une anticipation tacite. Tout est prêt, dit Marley. Dès que vous me donnerez le feu vert, le conseil d'administration de l'entreprise recevra des avis reconnaissant votre contrôle. Vous pouvez révoquer l'accès de Jane, geler les fonds détournés et forcer Michael à renoncer aux décisions non autorisées, tout cela dans votre droit. Mabel prit une profonde inspiration en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des formulaires de procuration, des déclarations d'actionnaires et une pétition formelle pour restructurer le conseil d'administration. Les mots se brouillèrent un instant alors que le poids de sa décision s'abattait sur sa poitrine, non pas lourd de peur, mais de clarté. Alors c'est à ça que ressemble la justice, murmura-t-elle. Marley hocha la tête, sa voix ferme.
C'est silencieux au début. Puis ça résonne dans toutes les pièces dont ils ont essayé de vous exclure. Mabel traça son doigt le long de la ligne de signature. Il va se battre, dit-elle. Marley ne s'y a pas. Laisse-le faire. Son nom est construit sur tes fondations. Une fois que la vérité éclatera, il n'aura même plus de marque à protéger. Mabel prit le stylo, signa chaque page avec des traits délibérés, et referma le dossier. Alors, qu'ils fassent leur fête. J'apporterai les feux d'artifice. Marley sourit en ramassant les documents. Rappelez-vous juste, Mabel, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la récupération. Vous ne les punissez pas. Vous vous restaurez. Alors que Mabel sortait dans l'air crépusculaire du soir, sa robe terminée et son nom légalement rétabli, elle ne regarda pas en arrière. Elle avait tout ce dont elle avait besoin maintenant, la grâce, la vérité et la loi. Et bientôt, toute la pièce sentirait sa présence comme Michael la sentait autrefois, indéniable. La salle de bal brillait sous des lustres en cascade, le sol poli à la perfection, reflétant chaque talon scintillant qui s'y posait. Jane fit son entrée comme une reine, drapée dans une robe émeraude longue jusqu'au sol avec une fente qui révélait des talons incrustés de diamants. Ses bras étaient enlacés autour de ceux de Michael, et tous deux se déplaçaient comme des rois, posant pour les photographes, riant pour les faits. La presse était présente, invitée délibérément. Les flashs crépitaient, capturant chaque sourire narquois de Jane et chaque regard fier que Michael lui adressait. C'est l'avenir d'Ikena Enterprises, déclara-t-elle bruyamment en posant à côté de l'immense toile de fond de l'entreprise. Les invités applaudirent poliment, bien que quelques-uns échangèrent des regards gênés, certains reconnaissant l'audace de la présence de Jane, d'autres, trop pris par le glamour pour la remettre en question. Alors que les serveurs passaient des plateaux de champagne et que la musique emplissait la salle, Jane se déplaçait dans la foule comme une femme qui avait remporté la victoire. « Pouvez-vous croire que certaines personnes l'appellent encore l'épouse » chuchota-t-elle à un invité, assez fort pour que des oreilles indiscrètes l'entendent. Mabel n'a pas sa place dans ce monde. Elle ne l'a jamais eue. Les rires la suivaient comme un parfum. Même Michael, interrogé sur sa nouvelle vision de l'entreprise, mentionna à peine ses débuts, et encore moins l'associé commanditaire qui les avait financés. « Nous avons évolué, dit-il au micro, et nous entrons dans une nouvelle ère avec un nouveau leadership et des idées audacieuses. » Jane applaudit à côté de lui, les lèvres peintes d'un rouge suffisant qui rayonnait de chaque centimètre de son corps. À ce moment-là, elle crut avoir gagné, non seulement l'homme, mais le nom, l'empire et les projecteurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la femme qu'elle raillait était à quelques instants de posséder la pièce sans avoir besoin de dire un mot. Dehors, une élégante voiture noire s'arrêta. Le chauffeur sortit et ouvrit la portière avec une précision silencieuse. De l'intérieur, Mabel émergea, vêtue d'une robe qui chatoyait comme la lumière du matin sur de la soie dorée profonde. Ses pas étaient lents, posés, sans hâte. Ses boucles d'oreilles attrapaient la lumière, encadrant son visage d'une grâce délicate. Elle ne tenait aucune pochette, ne portait aucun bijou lourd, seulement une confiance drapée de dignité. Le coordinateur de l'événement se précipita vers elle. « Bonsoir, madame. Puis-je » Mabel l'écarta doucement. « Je sais où est ma place, » dit-elle doucement, puis elle monta les escaliers. À l'intérieur, les murmures commencèrent dès son entrée. Les têtes se tournèrent. Un silence la suivit. Certains invités se levèrent de leur siège sans s'en rendre compte, attirés par sa présence comme si la gravité elle-même avait changé. Michael, qui venait de commencer un toast, hésita en plein milieu de sa phrase lorsque ses yeux se posèrent sur elle. Sa prise se resserra autour du verre. Jane se tourna, s'attendant peut-être à un politicien ou à une célébrité, mais lorsqu'elle vit Mabel, ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » siffla-t-elle. Mabel passa devant eux, sans s'arrêter, sans regarder. Ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent calmement sur un siège vide près du devant. Elle s'assit, les jambes croisées, la posture royale, imperturbable. Le maître de cérémonie bafouilla, « Accueillons notre estimé associé commanditaire, Madame Mabel Akena. » Des applaudissements polis résonnèrent, mais l'admiration était plus pesante. Pour la première fois depuis des années, Mabel n'était pas invisible. Elle n'était pas petite. Elle n'était pas simple. Elle était le tonnerre dont ils s'étaient moqués, roulant maintenant tranquillement, secouant le sol sous leurs chaussures vernies. Et même la robe scintillante de Jane ne pouvait rivaliser avec la façon dont Mabel commandait le moment,
sans un seul mot prononcé. Le reste de la soirée se déroula au ralenti. La présence de Mabel perturba le rythme que Jane avait répété, le remplaçant par de l'incertitude. Les investisseurs et les partenaires clés commencèrent à s'approcher d'elle un par un, chacun offrant des salutations chaleureuses, des excuses subtiles déguisées en compliments. « Cela fait bien trop longtemps que nous ne vous avons pas vu, » dit l'un d'eux. « Je n'avais pas réalisé que vous participiez, » murmura un autre. Mabel répondit par des hochements de tête gracieux, sa voix mesurée et diplomate. « Je suis venu parce que j'ai été invité, et je possède la majorité de ce que vous voyez ce soir. » Les mots étaient doux, mais ils tombèrent comme des coups de tonnerre. Michael observait de l'autre côté de la salle, son sourire s'amenuisant à chaque poignée de main que Mabel recevait. Jane, pendant ce temps, essayait de récupérer l'attention, riant plus fort, s'accrochant plus étroitement à Michael, s'insérant dans chaque photo, mais la lumière ne la trouvait plus. Puis vint le moment où elle se leva. Mabel se dirigea vers le centre de la pièce, non pas vers la scène, mais vers une table ronde où étaient assis 4 membres du conseil d'administration. « Bonsoir, messieurs, salua-t-elle. Je crois que nous avons une réunion à programmer, concernant la restructuration. » Ils se levèrent d'un coup, pris au dépourvu par sa franchise. L'un d'eux bafouilla, « Bien sûr, Madame Ikenna, nous n'étions pas au courant que vous. » « Vous l'êtes maintenant, dit-elle gentiment, puis elle se retourna, regagnant la foule. Ce n'était pas une performance, c'était une déclaration. En passant devant Michael et Jane, elle ne s'arrêta qu'une seule fois. « Vous devriez profiter de ce moment, dit-elle sans sourire, car bientôt tout ce que vous avez construit avec mes sacrifices me reviendra. » Jane ouvrit la bouche pour répondre, mais Mabel était déjà partie, glissant au-delà de l'étonnement, au-delà de la fierté, directement dans l'histoire. Cette nuit-là, la pièce ne l'a pas seulement remarqué, elle lui appartenait. Le maître de cérémonie, visiblement secoué par le changement d'énergie de la soirée, appela au discours de clôture. « Écoutons le conseil d'administration et les cofondateurs, » dit-il nerveusement en scrutant la foule. Jane commença à se lever, lissant sa robe, mais le projecteur la dépassa. « Madame Mabel Ikenna, voudriez-vous dire quelques mots ?» La salle se tourna. Mabel se leva lentement, le visage calme. Elle ne se pressa pas. Elle monta sur la petite scène comme si elle l'avait fait toute sa vie. Quand elle atteignit le micro, elle fit une pause, ses yeux balayant l'auditoire. « Bonsoir, commença-t-elle, sa voix claire, assurée. Il y a 10 ans, un rêve est né dans un appartement d'une seule pièce sans climatisation et avec un seul ventilateur en état de marche. Mon mari avait une vision et j'avais une foi inébranlable. J'ai mis en gage mon histoire, vendu la maison de ma mère, vidé tous les comptes que je possédais pour construire ce qui se dresse maintenant derrière vous. » Un murmure parcourut l'assistance. Elle brandit une feuille pliée. « Ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que je suis légalement devenu l'actionnaire majoritaire parce que j'étais la seule à avoir tout risqué pour commencer. » Elle se tourna vers Michael, le regardant droit dans les yeux. « Pendant que d'autres se paraient du succès pour lequel j'avais saigné, je suis restée silencieuse. Mais le silence n'est pas faiblesse, c'est patience. » Jane resta figée, la bouche de Michael légèrement entr'ouverte, les mains tremblantes à ses côtés. « Je suis venu ce soir non pas pour faire honte à qui que ce soit, » continua Mabel, « mais pour reprendre ma place. Non par dépit, mais parce que la femme qui a construit cette fondation mérite de se tenir dessus. » Elle conclut son discours par un simple signe de tête. « À toutes les femmes qui se sont déjà senties invisibles, je vous vois, et bientôt ils vous verront aussi. » Les applaudissements s'élevèrent, non pas hésitants, mais tonitruants. Mabel descendit de la scène, non pas comme l'épouse de quelqu'un, mais comme l'histoire dont tout le monde parlerait demain. Dans les coulisses, Marley attendait avec un dossier en cuir noir à la main. « Tous les yeux sont sur vous maintenant, » dit-elle en ouvrant les documents. « C'est le moment idéal. » Mabel prit le stylo, sa signature en suspens sur plusieurs feuilles. La première pour récupérer ses parts, la suivante pour engager la révocation des décisions non autorisées du conseil d'administration, et enfin, une requête formelle de divorce. Chaque trait était délibéré, chaque lettre un reproche silencieux contre des années de trahison. Une fois ces documents déposés, Jane perd son accès aux actifs de l'entreprise. Effectif immédiatement, confirma Marley. Mabel expira, puis referma elle-même le dossier. Laissez-la découvrir avec le reste du monde. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Michael et Jane étaient toujours entourés, seulement maintenant,
les questions avaient changé. Les journalistes chuchotaient des révélations sur l'actionnariat. Les membres du conseil d'administration murmuraient dans leur téléphone. L'équilibre avait changé. Lorsque Mabel retourna au rez-de-chaussée, elle ne retourna pas au centre. Elle reprit simplement sa place, calme, posée. Un membre du personnel tendit à Michael une enveloppe scellée portant le filigrane légal de l'entreprise. Il l'ouvrit en temps réel, et le sang se retira de son visage. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il en fourrant les papiers dans les mains de Jane. Elle lut en silence, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle reculait en trébuchant. « Ça, c'est un transfert de pouvoir. Elle prend le contrôle. » La voix de Michael se brisa. Non, elle avait le contrôle. Nous n'y avons juste jamais prêté attention. Jane se tourna pour fouiller la pièce, mais Mabel se levait déjà pour partir. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, le silence sépara la foule. Personne ne l'arrêta. Même les caméras la suivaient comme une reine retournant à son trône. Et Michael, qui l'avait autrefois rejetée comme une simple femme au foyer, se tenait impuissant dans un royaume bâti par son sacrifice. Les retombées furent immédiates. Le soir même, les réseaux sociaux de l'entreprise explosèrent de hashtags, hashtag la fondatrice silencieuse, hashtag Mabel Akena, hashtag elle possède tout. Au matin, les journalistes avaient publié des articles à charge sur le pantouse de luxe de Jane, financé par des fonds détournés de l'entreprise. Les investisseurs se retirèrent en quelques heures. Les employés exigèrent des réponses. Michael était affalé dans son bureau, fixant des feuilles de calcul qu'il ne pouvait plus contrôler. Jane arpentait la pièce, paniquée. « On peut arranger ça, n'est-ce pas ? Disons que c'était un malentendu. Dites-leur qu'elle a falsifié les papiers. » Michael frappa du poing sur le bureau. « Elle n'a rien falsifié, Jane. Elle a juste enfin utilisé ce qui lui appartenait depuis toujours. » Il attrapa son téléphone et appela l'un des membres du conseil d'administration, pour se faire dire « Monsieur Akena, vos privilèges ont été suspendus en attendant un examen. Parlez à votre femme. » Il raccrocha lentement, vaincu. La voix de Jane baissa jusqu'à un murmure. Elle a vraiment tout pris. Michael la regarda vraiment pour la première fois. Non, Jane. Je lui ai tout donné. Puis j'ai passé des années à faire semblant de ne pas l'avoir fait. De l'autre côté de la ville, Mabel était assise dans son salon, sirotant un thé au gingembre. Elle ne souriait pas. Elle ne jubilait pas. Elle regardait simplement la pluie tomber à l'extérieur de sa fenêtre et laissait le silence l'envelopper comme un ami perdu de longue date. Gladys entra doucement, laissant tomber son sac à main près de la porte. « Ils sont sous le choc, dit-elle. Tu as bouleversé tout le scénario en une nuit, Mabel hocha la tête. Il ne s'agissait jamais de vengeance, Gladys. Il s'agissait de retour. Elle se pencha en arrière, sa voix à peine un murmure. Ils ont ri de ma simplicité, mais je n'ai jamais eu besoin de bruit pour être puissante. Dehors, le tonnerre grondait sourdement et lointainement. À l'intérieur, Mabel ressentit enfin la paix, non pas parce qu'elle les avait détruits, mais parce qu'elle se souvenait de qui elle avait toujours été. Les jours qui suivirent furent plus lents, plus calmes, étrangement immobiles. Mabel se retrouvait à se lever avec le soleil, non par obligation, mais avec aisance. Les matinées lui appartenaient à nouveau. Elle ne bougeait plus au rythme des besoins d'un autre. Plus de repassage matinal de costume. Plus d'attente à côté de repas froids. Elle planta de la menthe sur le rebord de la fenêtre et infusa son thé avec des feuilles fraîches, laissant l'odeur emplir sa modeste cuisine. Son téléphone vibrait moins souvent maintenant. Il n'y avait plus de disputes à faire taire, plus d'appels teintés de culpabilité, plus de fausses excuses implorant des prolongations de grâce. C'était juste elle, et dans ce calme, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Non pas celle qui vient de l'évasion, mais celle gagnée après une longue et brutale guerre d'endurance. Un soir, alors que la pluie brunait contre la vitre, Gladys passa avec un petit panier de pâtisserie. Alors, dit-elle en se blottissant sur le canapé. Comment ça fait de respirer à nouveau ? Mabel sourit, enroulant son châle autour d'elle.